Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Toujours très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Le 30 juin, c'était le jour du premier tour des élections législatives en France. Mais pour moi, le 30 juin, c'était tout autre chose. Comme chaque 30 juin, mes pensées étaient ailleurs. Et je n'ai pas trop été perturbé par les pronostics ou les spéculations au sujet de l'issue de ce premier tour. Le 30 juin, en effet, est une date qui ne me laisse jamais indifférent. Elle me rappelle de trop nombreux souvenirs. Je vais en évoquer aujourd'hui deux seulement. Tout d'abord, le 30 juin 1989. J'avais 29 ans. À l'époque, je vivais ma première expérience africaine. Je me trouvais à Wau, une ville qui était encore dans ce qu'on appelle le sud du Soudan, une ville de garnison assiégée par les rebelles de la SPLA, l'armée de libération des peuples du Soudan. Donc nous étions en pleine guerre. Une ville où s'entassaient des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers, de déplacés faméliques qui la fuyaient, cette guerre, qui, depuis 1983, faisait rage dans la brousse, opposant l'armée de Khartoum, l'armée du Nord, à la rébellion sudiste dirigée par le colonel John Garang. C'est à Wau, ce 30 juin, que j'appris qu'un coup d'État avait eu lieu la nuit précédente dans la capitale, Khartoum. Mais le matin même, j'étais invité à 7 h du matin, car il fait très chaud au Soudan, les journées commencent tôt, j'étais invité à boire le thé par le général qui commandait l'armée soudanaise à Wau. Et à l'issue de cet entretien courtois autour non pas d'une tasse de thé, mais d'un verre de thé, comme on le fait au Soudan, un verre de thé qui comprend au moins la moitié de sucre avant qu'on y verse le thé, ce général donc m'a offert une canne qui avait été fabriquée dans l'ébénisterie qui se trouvait dans sa caserne, dans son quartier général. Car les militaires font toujours du business en Afrique, et au Sud-Soudan, il y a beaucoup d'arbres, alors qu'il n'y a pas d'arbres au nord. Donc ce brave général fabriquait des meubles grâce aux arbres du Sud-Soudan, qu'il mettait ensuite dans les Hercule C-130, ces énormes avions de transport, qui lui avaient apporté des hommes ou des munitions. Et pour ne pas les faire repartir à vide, eh bien, les avions repartaient avec des meubles qu'il revendait à Khartoum et qui lui permettaient d'arrondir ses fins de mois. Et j'ai toujours cette canne jusqu'à présent qui représente un serpent. Et quand je regarde cette canne qui est accrochée chez moi à Bastia, je pense toujours à ce général parce que quand je l'ai rencontré le matin du 30 juin, il ne savait pas qu'il y avait eu un coup d'État militaire à Khartoum. Et vu que celui qui avait pris le pouvoir à Khartoum était moins gradé que lui et plus jeune que lui, eh bien, au bout de quelques jours, il s'est retrouvé mis à la retraite d'office. Je ferme là la parenthèse sur ces souvenirs sur l'histoire de cette canne. C'est donc en sortant de chez le général que je devais apprendre qu'il y avait eu un coup d'État la nuit précédente à Khartoum. Un officier inconnu du nom d'Omar Hassan al-Bashir venait de prendre le pouvoir, renversant le gouvernement civil du Premier ministre Sadek al-Mahdi. La plupart des experts affirmaient alors de manière péremptoire que ce nouveau pouvoir militaire ne tiendrait pas plus de quelques mois et qu'un contre-coup aurait rapidement lieu. Pourtant, Omar Hassan al-Bashir allait demeurer au pouvoir pendant 30 ans.
et Wau se trouve désormais dans la République du Sud-Soudan, qui est donc la partie sud de l'ancien Soudan, devenu indépendant en 2011, mais qui, depuis cette année-là, depuis cette indépendance, a lui-même été la proie d'incessants conflits fratricides entre seigneurs de la guerre issus de la SPLA, l'ancienne rébellion, lesquels semblent éprouver de grandes difficultés à se transformer en politiciens ou mieux en véritables hommes d'État. Quant à ce qui reste du Soudan, c'est quand même les 2/3 du pays, les 2/3 nord, il est déchiré depuis plus d'1 an par une atroce guerre, elle aussi fratricide, qui oppose 2 généraux rivaux et qui aurait fait au moins 8 millions de déplacés depuis qu'elle a commencé. Sans parler des réfugiés qui affluent au Tchad et, ironie de l'histoire, aussi au Sud-Soudan. Si le résultat des élections européennes, puis la campagne des élections législatives anticipées et les résultats du premier tour qui s'est tenu le 30 juin ont totalement effacé l'actualité internationale, des informations de nos grandes chaînes de télévision et stations de radio en France, si la guerre d'Ukraine et ses horreurs semblent avoir complètement disparu de nos écrans au profit de petits jeux, de petits calculs, de spéculations et de petites phrases liées aux enjeux politiques du moment, la guerre qui ravage le Soudan, elle, n'a pratiquement jamais été évoquée par nos grands médias, même en temps normal, c'est-à-dire en dehors des périodes électorales. Le second 30 juin auquel je pense est celui de 1960. Pour moi, cette date est très évocatrice. Certes, je ne suis pas assez âgé pour me rappeler personnellement l'événement de ce jour, mais j'ai vécu de nombreuses célébrations de cette date, l'indépendance du Congo belge, devenue République démocratique du Congo, avant de se transformer pendant un temps en République du Zaïre, puis de redevenir la République démocratique du Congo. Tant de moments, bons ou moins bons, tant de souvenirs, doux et amers, me lient à ce pays où j'ai vécu et travaillé. Souvenirs de la guerre et de l'occupation ougandaise et rwandaise de l'Est du pays, souvenirs de démobilisation d'enfants soldats, souvent ratés, souvenirs de pillages à grande échelle, souvenirs de corruption et d'oppression, et, là aussi, hélas, souvenirs de massacres et de misère. Souvenirs joyeux, parfois, en particulier durant les années passées à Bukavu, où j'ai souvent été émerveillé par la vitalité de ce peuple, et en particulier par la vitalité de sa jeunesse. Les Congolais ont célébré le 30 juin le 64e anniversaire de leur indépendance. Mais avaient-ils réellement des raisons de se réjouir, tant le bilan de ces plus de 6 décennies de souveraineté nationale est accablant, pour ne pas dire calamiteux. La guerre et les sécessions commencèrent à déchirer cet immense pays quelques semaines seulement après l'indépendance, le 30 juin 1960. Puis, ce furent 30 années de dictature kleptocrate, celle du maréchal Mobutu Sese Seko. Et ce régime évolua comme l'état de santé de son fondateur, vraiment mal. Les voisins ougandais et rwandais n'hésitèrent pas à profiter de la déliquescence du Zaïre et du cancer de son fondateur pour envahir le pays, massacrer les réfugiés rwandais et s'emparer des immenses ressources naturelles sous le couvert d'une prétendue rébellion congolaise, d'une prétendue lutte de libération nationale. Mobutu survécut à sa chute pendant quelques mois seulement. Il mourut, abandonné de tous, dans un hôpital marocain,
en septembre 1997. Depuis, les rébellions ont succédé aux rébellions, toutes orchestrées depuis Kigali par le général-président Kagame. Le peuple congolais, en particulier celui vivant dans la partie orientale du pays, a connu, depuis 1996, un véritable voyage au bout de l'enfer. Le viol y a pris, au fil des ans, des proportions de crimes de masse. Les déplacements de population à grande échelle sont devenus répétitifs. Les massacres, la famine et les épidémies ont tué des millions de personnes, faisant du conflit congolais le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Kagame est toujours au pouvoir. Il s'apprête même à se faire triomphalement réélire face à une opposition éliminée, une opposition bâillonnée, et il n'a visiblement pas renoncé à ses ambitions prédatrices et expansionnistes au Congo. Bien au contraire, la rébellion dite du M23, créée de toutes pièces par le Rwanda de Kagame, armée, équipée et soutenue par les forces rwandaises, vient de s'emparer de plusieurs villes de la province du Nord Kivu. La ville stratégique de Kanyabayonga, à 152 km au nord de Goma, est tombée aux mains de ces prétendus rebelles du M23 après une journée de violents affrontements le 28 juin. L'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, avait évacué la ville. Les rebelles transportant des sacs et armes lourdes ont pu y entrer dans cette ville tard dans la soirée. Pour le M23, la prise de Kanyabayonga, une ville de 60 000 habitants, revêt une importance stratégique majeure. Elle facilite la mobilité de leurs combattants, leur permettant d'atteindre par voie terrestre d'autres grandes agglomérations de la région. Cette ville est considérée comme étant le dernier verrou avant d'atteindre le nord de la province du Nord Kivu, en particulier le territoire de Lubero. Dimanche 30 juin, anniversaire de l'indépendance, les rebelles ont poursuivi rapidement leur avancée vers le nord de la province avant de ralentir et de chercher à consolider les prises. Mais cette avancée des rebelles n'aurait jamais pu avoir lieu sans le soutien, non seulement du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda, voisin. Deux pays qui viennent à nouveau d'être épinglés par le dernier rapport des experts des Nations Unies pour leur soutien à cette fausse rébellion. Si rien ne vient les arrêter, les hommes du M23 poursuivront leur avancée vers le nord et ils s'empareront de villes telles que Lubero, Butembo et Beni, avant de pénétrer dans la province de l'Ituri, que je connais bien, elle-même déjà soumise depuis des années à la loi de groupes armés ethniques faisant régner la terreur. La chute de Kanyabayonga intervient dans un contexte particulier. Non seulement cela s'est produit l'avant-veille de la fête de l'indépendance, mais aussi quelques jours après la visite à Goma de la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa. Entourée d'un gros dispositif de sécurité, la chef du gouvernement, accompagnée de quelques ministres et du gouverneur militaire de la province, avait été accueillie par une centaine de personnes au camp de déplacés Sepak, à l'ouest de Goma. Face à des déplacés désespérés par leur situation, Judith Suminwa a déploré les conditions de vie dans le camp et elle a promis de trouver une solution définitive à leur situation. C'est dans ce camp de déplacés que le 3 mai dernier, un obus rwandais était tombé, faisant au moins 35 morts selon les autorités congolaises. Durant sa visite, Judith Suminwa a réitéré la position de la République démocratique du Congo face aux tensions récurrentes avec le voisin rwandais. Je pense que le chef de l'État a été clair.
nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent, a-t-elle déclaré à la presse. Les voies diplomatiques doivent contraindre l'agresseur à arrêter, a-t-elle ajouté, alors que des combats s'intensifiaient au nord de la province. Au même moment, à Kinshasa, la capitale, Thérèse Kaykwamba-Wagner, nommée ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement investi le 12 juin, rencontrait pour la première fois le corps diplomatique. Elle a, elle aussi, dénoncé l'agression rwandaise contre la RDC et a appelé à des actions fortes et des sanctions ciblées contre Kigali. La République démocratique du Congo attend plus que des condamnations verbales de la part des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, a-t-elle insisté. Les derniers développements militaires ont provoqué, comme chaque fois, un nouvel exode de populations locales en quête de sécurité, fuyant les combats. Au-delà des aspects stratégiques, l'autre enjeu dans la région est donc humanitaire. La situation s'est davantage détériorée ces derniers mois avec l'arrivée de milliers de déplacés en provenance de zones telles que Rutshuru, Masisi et Walikale. Certains de ces déplacés vivent dans des familles d'accueil, tandis que d'autres sont installés dans des écoles et des bâtiments publics ou alors sous des bâches dans ces camps de déplacés improvisés. Depuis quelques semaines, la situation est devenue intenable, même pour les organisations humanitaires. Par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge a suspendu, depuis fin mai, la distribution d'aide alimentaire destinée aux déplacés situés sur l'axe Kanyabayonga, Burangiza et Bulindi, dans la chefferie Bwito-Rutshuru. Selon l'ONU, rien que durant la semaine du 10 au 16 juin, les combats avaient entraîné le déplacement de 350 000 personnes. Imaginez, c'est la population de toute la Corse. Nul doute que la chute de Kanyabayonga aura provoqué la fuite éperdue de davantage encore d'habitants de cette partie du Nord Kivu. Comme Poutine en Ukraine, Kagame semble être engagé dans une course contre la montre. L'attention internationale ne se concentre pas sur cette partie de l'Afrique ces temps-ci. Les élections françaises et britanniques, la campagne pour la prochaine élection présidentielle aux États-Unis sont autant d'opportunités pour l'homme fort de Kigali d'avancer ses pions dans cette partie du Congo, pourtant déjà totalement exsangue, après les près de 3 décennies de guerre, de pillage et de massacres qu'il a imposés à cette malheureuse population de l'Est de ce vaste pays. Tous ces malheurs venus du Rwanda et de l'Ouganda ne sauraient cependant exonérer les dirigeants congolais et la classe politique et militaire de la République démocratique du Congo de leurs responsabilités. Le régime prédateur de Mobutu et les régimes qui se sont depuis succédés à Kinshasa ont montré leur incapacité à apporter des réponses aux ingérences extérieures et surtout à y mettre fin. La corruption, le tribalisme, le népotisme ont durablement miné les fondements mêmes de cet immense pays et de son armée qui n'a jamais été en mesure de remporter une seule victoire sur les diverses fausses rébellions importées de Kigali ou de Kampala. Certes, le président actuel, Félix Tshisekedi, a adopté un langage de fermeté face aux menées de Paul Kagame dans son pays. Mais les discours présidentiels n'ont pas eu les effets escomptés sur le terrain, comme la chute de Kanyabayonga vient une nouvelle fois, hélas, de le prouver. En ce 30 juin 2024, et durant toutes ces journées, pendant lesquelles nos grands médias nous abreuvent de politicailleries franco-françaises, c'est au Congo et aux populations de sa partie orientale que je ne cesse de penser. Après 28 années d'horreur et d'exodes répétés, n'est-il pas grand temps pour ces populations qui n'ont connu que les guerres, des guerres imposées par ses voisins,
de connaître enfin une paix durable. Avant de vous quitter, je vais vous faire écouter la chanson Debout Congolais, qui est l'hymne national de la République démocratique du Congo, et dont le texte en français, je vous demande de le suivre attentivement, reflète tout ce que le Congo n'est pas. Il parle d'un pays prospère, d'un pays d'avenir, d'un pays de paix. Et je suppose que lorsqu'il a résonné le 30 juin lors des célébrations qui sont déroulées dans toutes les villes du Congo, sauf dans les zones de combat bien sûr, je suppose qu'il a résonné de manière particulièrement amère pour l'immense majorité des Congolais. Je vous dis à la semaine prochaine. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays